Cet homme est un fou de ski extrême. Pour exercer sa passion, il ne recule devant rien. Mais ce jour-là, le pur plaisir va se transformer en vrai cauchemar. Véritable fléau incontrôlable, les avalanches se déclenchent sans prévenir et développent une vitesse et une puissance extraordinaires qui peut frapper en quelques secondes. 8 fois sur 10, ce sont les hommes qui les déclenchent involontairement et particulièrement les skieurs hors piste qui prennent des risques inconsidérés pour assouvir leur passion. Todd Jones fait partie de cette catégorie. Comme vous pouvez le voir sur ces images, aucune pente n'est trop raide pour ses exploits. Ce jour-là, Todd évolue sur un massif baptisé justement le Outer Limits, c'est-à-dire au-delà des limites. Il va très vite avoir la preuve qu'il les a largement dépassés. Là, il teste la neige. On le voit bien tester la neige. Il pense que ça tient. Premier virage. Deuxième virage. Et là, on va commencer à voir toute la cassure de la plaque. Et il est embarqué immédiatement. Et à partir de là, il ne peut plus rien faire. Pourtant, ce jour-là, Todd Jones s'en est par miracle sorti vivant. Je savais pertinemment que quelque chose n'allait pas. Il y avait pas mal de risques pour qu'il y ait une avalanche. Je piquais la neige et je le sentais bien. J'ai fait quelques virages en plus et 1 minute plus tard, je me suis retourné et j'ai pensé « Oh non, voilà l'avalanche et elle va me rattraper ». Au moment où j'ai atterri, un gros mur de neige est arrivé sur moi comme un camion plein de gravats. Sur cette autre image, on comprend très bien le mécanisme. Une plaque se détache sous l'action de l'homme, la neige se craquelle d'abord sur les côtés puis au-dessus. Mais si ce skieur a eu de la chance, Raymond Ducrot, lui, a déjà été emporté dans des conditions similaires. L'avalanche se situait là en face, là, sur la flégère. Donc j'arrivais en ski, j'ai commencé à traverser et à ce moment-là, ça a cassé. C'est parti 2 mètres au-dessus de moi et je me suis retrouvé pris, embarqué par l'avalanche. Et c'est parti sur 100 mètres de large à peu près. Alors, ça m'a basculé au milieu des blocs. Et à partir de là, j'ai lutté pour essayer de rester en surface. Donc j'étais un coup dessus, un coup dessous. C'était un peu suivant les endroits. Certaines personnes parlent de nager, je ne sais pas si c'est ça, mais toujours est-il qu'on fait énormément d'efforts pour sortir de cette neige. Il n'y a que ça à faire. Une fois que tout s'est arrêté, je me suis retrouvé avec la tête hors de la neige, ce qui était le plus important. Parce que même si j'avais le corps bloqué, je pouvais respirer. Il aurait suffi de 10 cm de neige sur la tête, je ne pouvais plus rien faire. Pour sa part, Todd est resté quelques minutes entièrement bloqué sous la neige. Mais il a été dégagé rapidement grâce à l'équipe qui a filmé ces images. La rapidité est en effet un facteur essentiel pour sauver les victimes d'avalanches. Pour mieux prévenir ce fléau, des scientifiques enquêtent sur les couloirs dangereux. Ils truffent la neige de capteurs pour enregistrer le moindre mouvement et récoltent tous les paramètres. Vient ensuite une étape plus spectaculaire, le déclenchement artificiel des avalanches. Quelques kilos d'explosifs et c'est parti. Après la pratique, la théorie. Dans un laboratoire ultra équipé, les scientifiques trient, analysent et reproduisent toutes ces données. Ici, nous avons le canal noyer, qui est un vaste aquarium dans lequel on va simuler une avalanche de neige poudreuse. Et ces volutes sont caractéristiques, justement, de ces avalanches de neige poudreuse qui développent d'énormes puissances. Mélange d'air et de particules de neige, les avalanches de poudreuse se déplacent exactement comme ce liquide lourd et coloré qui s'écoule dans l'eau. Pour l'instant, il s'agit surtout de recherches théoriques, mais ces expériences trouvent déjà des applications concrètes. Par exemple, à Chamonix, la protection de la route d'Argentière à Chamonix a été faite grâce à une étude en canal noyer. Et on a pu ainsi construire une galerie de 450 mètres de long, galerie qui joue bien son rôle et a vraisemblablement protégé et sauvé plusieurs vies humaines. Malgré ces premiers résultats, chaque année, les avalanches font d'énormes dégâts. Pour éviter les accidents, un seul maître mot, la prudence et 2 règles essentielles, s'informer sur les conditions météo et surtout, ne jamais partir seul. Pour arriver à prévoir ce style d'avalanche, pour moi les plaques, il faudrait connaître par cœur la montagne, et même en la connaissant par cœur, on arrive encore à se faire piéger. Il a voulu jouer les crocodiles Dundee, oui mais voilà, la réalité n'a rien à voir avec la fiction. Nous sommes à Mikazuki, un village indien à l'ouest de Miami, ouvert aux touristes. L'attraction ici, c'est le face-à-face entre un homme et des alligators. Cet homme, c'est Kenny Cypress. Aujourd'hui dans l'arène, face à lui, un adversaire de taille et de poids, un monstre de 3 mètres et de 160 kilos.
Objectif de Kenny, ouvrir la gueule de l'animal afin d'y mettre sa tête. Un exploit risqué. C'est totalement ridicule de faire ce genre de gestes, ce genre d'exercice et de numéros avec des crocodiles, surtout des crocodiles de cette taille. Les crocodiles, en plus, ce ne sont pas des animaux très intelligents. Une fois qu'ils serrent quelque chose, ils ne lâchent pas. En effet, le crocodile ne lâche pas cette proie inespérée. Impossible de lui rouvrir la gueule. Hors de la cage, c'est la panique. Un à un, les hommes se précipitent. Très vite, tous les assistants de Kenny sont là. 5 hommes aidés d'un simple morceau de bois dont ils se servent pour faire levier. La scène est surréaliste. Le crocodile résiste, mais les hommes s'acharnent. Enfin, leurs forces conjuguées viendront à bout de l'animal. Je pensais que j'étais mort. La première chose qui m'est venue à l'esprit, ce sont mes enfants. Je pense que tous les gens pensent à ça en mourant. Ils pensent à leurs enfants. Les alligators sont très méchants. Alors dès que j'ai commencé à saigner, il m'a pris pour de la nourriture et il n'a plus voulu me lâcher. On a l'exemple, par exemple, de 2 crocodiles qui se sont battus, qui se sont pris les mâchoires, qui se sont serrés les mâchoires. Ils ne se sont pas lâchés, on les a retrouvés morts. Je pense que c'est vraiment un miracle si cet homme s'en est sorti. Heureusement, les hommes sont allés très vite pour desserrer les mâchoires. Mais au fait, pourquoi le crocodile a-t-il refermé sa gueule? Cet homme se fait prendre la tête par le crocodile uniquement parce que le crocodile est surpris, parce qu'il est embêté, parce qu'il est dérangé. C'est uniquement un réflexe instinctif pour lui. Kenny se présente au public comme un dresseur de crocodiles. Il prétend pouvoir pratiquement tout faire avec ces bêtes sauvages. Est-il allé trop loin? Ses animaux préférés l'ont-ils trahi? Peut-on dompter un crocodile? Le crocodile n'est absolument pas un toutou, absolument pas un chaton qu'on peut dresser facilement. Pour moi, il ne peut pas se dresser. Pour moi, il ne reconnaît pas. Il faut toujours s'en méfier, toujours être prudent. Les crocodiles sont des fauves, sont des grands prédateurs. Kenny Cypress a eu beaucoup de chance. Il prétend ne pas avoir eu peur, ce qui n'est pas le cas de son fils. Il m'a dit, papa, il ne faut pas que tu mettes ta tête dans la gueule d'un alligator. Tu peux mettre ta main, c'est tout. Après une telle expérience, il devrait tenir sa promesse. Ce n'est ni une piste d'aéroport, ni un avion, pourtant, attachez vos ceintures, on décolle. Octobre 1998, à 40 km d'Atlanta. Derrière ce panneau, un château de contes de fées, et derrière ce château, une petite merveille, le Petit Le Mans, réplique en miniature du circuit français mythique des 24 heures du Mans, le plus célèbre circuit d'endurance du monde. Un milliardaire américain s'est offert ce joyau. Ce jour-là, c'est l'événement, l'inauguration du tracé. L'élite des coureurs de Formule GT s'est déplacée. Au départ, 30 bolides de 600 chevaux qui peuvent atteindre 400 km/h. Yannick Dalmas, ancien pilote de Formule 1, est parmi les favoris. Il est en tête de l'épreuve depuis le début, mais alors qu'il entame sa 6e heure de course, il est victime d'un accident inattendu. Ce qui est sûr, c'est que la seule chose qui nous fait vraiment peur, c'est ça. Ça, c'est certainement un incroyable coup du sort, la fatalité, une minuscule déformation du tracé. Il y a certainement une petite bosse, la voiture est déséquilibrée, l'avant se soulève, l'air s'engouffre sous la voiture à 230 km/h, la projette en l'air, regardez, non seulement elle a pris une bosse certainement, et ensuite de ça, elle suit de très près cette voiture qui dévente la voiture, c'est-à-dire la voiture elle n'a plus d'appui sur l'avant, donc la moindre petite bosse fait que cette voiture décolle. Une toute petite bosse pour un grand choc, pourtant les voitures de course sont conçues et étudiées pour rester plaquées au sol quelle que soit leur vitesse. Les ingénieurs en aérodynamique multiplient les sécurités. Donc la voiture est appuyée par l'appui sur le capot avant, l'aileron arrière qui plaque aussi la voiture et l'écoulement de l'air sous l'auto grâce au diffuseur qui fonctionne comme une aile d'avion inversée. En l'occurrence, ça n'a pas suffi, les efforts investis dans la recherche n'ont rien pu faire, confrontés au hasard. Mais au fait, Yannick Dalmas pouvait-il éviter l'accident? À aucun moment il y a une erreur du pilote. C'était complètement imprévisible ce qui est arrivé, parce qu'il a dû passer, je dirais, des centaines de fois à cet endroit-là, dans cette même configuration. Une fois que la voiture est en l'air, il ne peut plus rien faire, il subit. Mais heureusement, Yannick Dalmas s'en sortira indemne. Pourtant, après un looping terrifiant, le pilote a percuté le mur à plus de 200 km/h. Le mur, incroyable paradoxe, c'est peut-être ce qui l'a sauvé. Il a de la chance parce que d'abord il rentre pas dans un rail mais dans un mur. Et ce mur ne le renvoie pas sur la piste. Au même moment, les voitures sont à 200 à l'heure derrière. Elles ont vu l'incident, donc elles ont ralenti. Mais c'est vrai qu'il va taper dans le mur. Et la chance qu'il a, c'est de s'écraser dans le mur et de ne pas revenir sur la piste et d'être heurté à ce moment-là par une autre voiture. Regardez,
Boum. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce type d'accident n'est pas si rare. Jacques Lafitte l'a vécu. Quand on est en l'air, on sait que ça va se passer mal et que ça peut se passer très très mal. Donc ça va très vite, hein. Ça se passe en l'espace d'une seconde, une demi-seconde avant de taper dans le mur. Puis le plus impressionnant, c'est quand on s'arrête et on ouvre les yeux, on dit bah tiens, je suis là, ça s'est bien passé ce coup-là. C'est pas un cauchemar parce qu'on est prêt à tout, mais c'est surtout une impression d'impuissance totale pour le pilote. Je peux rien faire et j'attends que ça se passe et pourvu que ça se passe bien. Et pour Yannick Dalmas, ça s'est bien passé. Mais il sait qu'il n'a commis aucune erreur de pilotage, alors il cherche à comprendre. À l'heure actuelle, les résultats de l'enquête ne sont pas connus. Une chose est sûre, Yannick Dalmas s'en sort miraculeusement. Jacques Lafitte use donc de cette métaphore pour conclure. La voiture a décollé, il s'est dirigé vers le ciel très très rapidement, puis qu'il s'est un peu arrêté avant, il a eu beaucoup de chance. Être le roi des circuits à 12 ans, c'est possible, à condition de piloter dans les règles de l'art, sinon, c'est la chute. Nous sommes à Lima, au Pérou. Raoul Orlandini, 12 ans, ici en rouge, se bat pare-choc contre pare-choc pour gagner cette course de kart junior. Le kart, il l'a dans le sang, et comme son père, il veut devenir champion dans sa catégorie. Pour l'instant, il y faut à tout prix dépasser son adversaire. Pour doubler, il tente le tout pour le tout, un passage à droite, mais l'autre kart le percute et l'expédie dans les airs. La mère de Raoul est chez elle lorsque les équipes de secours lui apprennent la nouvelle. J'ai pas pris le temps de me demander si c'était vrai ou non. J'ai attrapé mes clés de voiture et j'ai conduit le plus vite possible jusque là-bas. Plus de peur que de mal pour Raoul qui s'en sort avec une simple cheville foulée. Alors que je doublais l'autre voiture, il m'a percuté du côté gauche. Je me suis retourné sur 2 roues et au moment de me restabiliser sur les 4 roues, il m'a de nouveau percuté et c'est là que je me suis retourné. Jean-Marie Vergne est propriétaire de l'une des 200 pistes de kart en France. Pour lui, l'accident était prévisible. Explication. Je pense que c'est une course de junior avec des pneus très performants. C'est la course à la victoire, c'est dans les derniers tours, j'avais être décisif. L'envoi il le touche, c'est pas très correct. Le kart est difficile à maîtriser. Les bosses font que le kart est encouragé à passer par-dessus et il y a le tonneau et l'accident. C'est très rare comme accident. Ce sont des pistes qui sont des pistes d'ancienne génération et nous n'avons, en France par exemple, on a des pistes qui sont beaucoup plus sécurisantes que celles-ci, qui sont plus larges. Plus larges et plus lisses. Les pistes françaises sont donc toutes indiquées pour laisser courir sans crainte les petits dès l'âge de 7 ans. L'avantage du kart, c'est que c'est léger. Et le fait qu'on n'ait pas de ceinture, on est éjecté facilement et les 9/10 du temps, il n'y a pas de suite aux accidents. C'est une des grandes sécurités du kart. Pour Jean-Éric, 8 ans, le kart est une affaire de famille. Un papa passionné, Jean Alési, ami de la famille, qui lui sert de professeur dès l'âge de 4 ans. Autant d'arguments qui l'ont fait devenir très tôt un vrai petit pro, capable de lister ce qu'il aime le plus. C'est la vitesse, la technique, me bagarrer avec les autres pilotes, avec le mécanicien, régler les vis du châssis, la largeur des voies. Mais Jean-Éric aime aussi établir des stratégies de course. Pourtant, il sait déjà que sa passion n'ira pas sans danger. Même si ça lui fait un peu peur, il connaît les risques. Là, ça m'impressionne beaucoup parce qu'il tombe comme ça, sur les bras, ça doit faire mal au cou. Et même au bras. Pour éviter ce genre de danger, la fédération fixe pour les tout-petits des règles de sécurité draconiennes. Cela commence par un comportement et un équipement adéquat. On leur apprend surtout à éviter les accidents. Après, bon, on reste souvent dans le kart, il y a un choc qui se passe. Ils ont surtout un équipement qui les protège, qui est homologué, la minerve pour le coup, les chaussures particulières, la combinaison homologuée, le casque homologué, l'épaisseur des visières homologuées. Donc, je dirais que quand un gamin part en tonneau, il en fait un, il se couche sur le sable ou sur la piste. À cela s'ajoutent des impératifs mécaniques. Plus petits, plus légers, les karts pour enfants sont aussi bridés. Leur vitesse maximum est réduite à 60 km/h, ce qui reste rapide en cas de problème au freinage. Le pire accident qui puisse arriver en kart, le pire danger, c'est les freins. Et sur les karts des petits, c'est un double câble de frein. C'est un câble de frein qui casse, il est repris par un double câble. Le kart est une excellente école, mais en dehors des pistes, c'est l'enfance qui reprend ses droits. Et les mamans aussi. Le kart est une excellente carotte pour l'école. C'est fabuleux. On a des résultats scolaires fantastiques avec ça. Alors entre deux dictées, Jean-Éric rêve d'un parcours à la Prost. Il a débuté par le kart, alors pourquoi pas lui? Quand je serai sur le podium de Minime et que je serai premier, là, ça me ferait vraiment plaisir. Avec une grosse coupe, un petit bouquet de fleurs. Le parapente, un sport délicat, surtout quand on se trouve à proximité du sol. Compétition de parapente en Nouvelle-Zélande.
Les conditions sont difficiles, les vents sont violents et de nombreux courants d'air chaud créent des perturbations près du relief. Il en faut plus pour arrêter Lynn Watkins. Il décide d'y aller quand même, il se lance, mais à peine gonflé, sa voile est propulsée à 30 mètres du sol, quand soudain, une violente rafale le surprend. Alors, que s'est-il passé? Vu le vent relativement fort, le pilote utilise une très bonne technique qu'il maîtrise très bien. Il vient d'attraper son accélérateur, là il tend les jambes, voilà, il accélère à fond et il est trop près du sol. Et cette accélération provoque une fermeture très violente du parapente, tellement violente qu'il n'a même pas le temps d'agir. Sur le terrain, c'est la panique. Les spectateurs se précipitent, parmi eux la femme de Lynn, morte d'inquiétude. Lynn a perdu connaissance, dans un premier temps, personne ne sait ce qu'il a vraiment. Finalement, il s'en sortira bien, fracture du bassin et épaule démise, rien de grave comparé à la violence du choc. J'ai dépassé la limite de sécurité de vol que nous nous imposons. J'ai foncé en dehors de cette limite et je l'ai payé cher. Lynn a eu beaucoup de chance. Son parachute de secours était trop bas pour s'ouvrir, mais le sac qui le contient a amorti sa chute. Quant à la fermeture de sa voile, quelques mètres plus haut, elle n'aurait eu aucune conséquence. Cette image nous le prouve. Regardez bien, la voile se ferme, puis s'ouvre à nouveau quelques mètres plus bas, et le parapentiste repart, comme si de rien n'était. Explication. Une fermeture, c'est pas grave, ça se réouvre en règle générale tout seul, ou par l'action du pilote pour que ça aille plus vite. En l'occurrence ici, le pilote n'agit pas sur sa voile parce que c'est trop violent, trop rapide. Par contre, vous allez voir que le parapente va se rouvrir tout seul avant que le pilote ne touche le sol. Et s'il avait été 100 mètres plus haut, il ne lui serait rien arrivé parce que le parapente aurait revolé de façon naturelle. Mais même avec beaucoup d'expérience, le risque est toujours présent. J'ai eu déjà des fermetures aussi grosses que celles qu'il y a sur les images, mais toujours loin du relief. Je pense que aussi près du relief, il faut avoir une vigilance extrême pour pouvoir anticiper ce genre d'incident. David Hérault sait de quoi il parle. Il est pilote d'essai de voile aérienne et totalement accro d'un nouveau sport à la mode, la voltige en parapente. Très impressionnant en matière d'acrobatie aérienne, ce sport de glisse extrême a de nombreux fans. Mais attention, là encore plus qu'ailleurs, les risques sont nombreux et la prudence est de rigueur. Plus on fait de voltige, plus on a de technique et plus on est en sécurité sur sa voile. Par contre, effectivement, quand on fait des passages radicaux au ras du sol, on arrive très très vite. Et si on estime mal sa vitesse, sa hauteur, sa dérive, etc., on risque d'impacter fort. Donc il faut garder des marges de sécurité. Le plaisir extrême, c'est de voir sa voile en dessous et puis de voir le sol. Et puis on est au-dessus, on est freiné et là ça redescend, c'est la vitesse qui revient. Et à nouveau de la vitesse, c'est de la glisse, c'est du fun, c'est de l'adrénaline. Mais en parapente, malheureusement, on peut aussi être acrobate malgré soi. Pour éviter cette mauvaise chute, Lynn n'aurait sans doute pas dû accélérer si vite ou n'aurait peut-être pas dû décoller ce jour-là. Cette femme vit l'un des moments les plus forts de sa vie. Son bébé est en train de naître dans sa voiture. Julie et Mike étaient sur le chemin de l'hôpital quand l'accouchement s'est déclenché. Mike appelle les pompiers de son portable, ils n'ont pas le temps d'arriver. Par téléphone, ils vont l'aider à mettre au monde son enfant. Ma femme va avoir un bébé, elle est en plein travail. D'accord, tenez bon. Est-ce que vous voyez la tête? La tête est déjà sortie. Ok, tenez la tête. Guidez-le vers la sortie sans le tirer. Soutenez la tête et les épaules, tenez bien les hanches. Le bébé est sorti, il est sorti. Ok, mettez-le dans une serviette propre ou une couverture. Vous devez nouer le cordon ombilical à peu près 1 cm du bébé. Quand les pompiers arrivent, le petit Anthony est déjà né. Il va bien et c'est grâce à son papa. J'étais très content, très nerveux. C'était vraiment une situation d'urgence. J'avais des montées d'adrénaline. Là, on voit l'ambulancier qui est arrivé et qui coupe le cordon pour pouvoir prendre l'enfant au chaud et ensuite prendre la mère. Voilà, c'est ce qu'on voit. Elle a le bébé dans les bras et on a coupé le cordon. Le mari a dû mettre la main à la pâte. Et la mère qu'on va emmener parce que l'accouchement n'est pas fini. Il faut encore que le placenta s'en aille. Et ça, c'est bien qu'elle soit à l'hôpital. C'est vraiment Mike, le papa, qui a aidé sa femme à mettre son bébé au monde. Sacré boulot pour un papa. Il n'a pas l'air traumatisé du tout, celui-là. C'est pas du tout traumatisant. C'est un grand plaisir qu'il ait rendu service à sa femme et à son enfant, plutôt que de les laisser sans son aide. Incontestablement, il leur a rendu service tous les deux. Et vous avez vu, ils sont très fiers de l'aventure.
Je me souviens quand j'ai entendu l'enregistrement pour la première fois. J'étais vraiment très ému. Cette femme est particulièrement douée parce que pour un premier enfant, pour accoucher en si peu de temps, c'est qu'elle a un don très extrême, qu'elle n'a pas perçu du tout la survenue des contractions utérines, qu'elle n'a pas perçu que l'enfant descendait, que ça allait venir bientôt. Peut-être qu'ils s'y sont pris un peu tard quand même. On a le droit de venir à la maternité un peu plus tôt. Ce que je retiens le plus de tout ce qui s'est passé, c'est combien je suis reconnaissante d'avoir eu un enfant en pleine santé. Mais je suis aussi très fière de mon mari. J'ai eu dans les différents services que j'ai dirigés plus de 80 000 accouchements à mon actif. Donc c'est arrivé peut-être 3-4 fois, vous voyez. Donc la fréquence de ça, c'est rarissime. C'est rarissime, mais ça arrive, et même en France. Plein les yeux à retrouver un papa et une maman qui ont eux aussi vécu cette aventure. Leur troisième enfant est né dans leur voiture, devant la gendarmerie de Marsanne, dans la Drôme. Nous avons fait quoi 4 kilomètres à peu près? Oui, 4 kilomètres, oui. Et j'ai dit à mon mari, oh là là, dépêche-toi, je crois que la tête sort. Quand elle me dit la tête sort, ça m'a... C'est là que oui, ça... C'est vrai que j'ai paniqué, quoi. Je lui ai dit par précaution, je lui ai dit, mais retiens-toi. Et... Ça va tellement vite. C'est vrai que... Un peu la panique, peut-être, mais bon, ça va très très vite. Je me suis même pas rendu compte que vraiment... le bébé naissait dans la voiture. J'ai pris donc ce petit bout de chou et je l'ai mis sur le ventre de la maman. J'ai fermé les yeux quand même. Je sais pas, c'était... Il m'avait mis sur le corps, j'étais couchée. J'ai pris la serviette, je l'ai nettoyé, j'ai nettoyé son visage et je lui ai ouvert la bouche parce qu'elle n'avait pas crié. Le bébé n'avait pas crié. Alors donc j'ai ouvert la bouche et c'est là qu'il s'est mis à crier. Aujourd'hui, ce bébé miraculé est devenu une jolie petite fille. Elle s'appelle Audrey. Et maintenant, j'ai hâte de voir cette petite merveille, maintenant, 8 ans après. Donc c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Que l'on soit en plein cœur des États-Unis ou dans le sud de la France, mettre un enfant au monde dans une voiture reste une aventure hors du commun. Alors même si les parents d'Audrey et d'Anthony gardent un bon souvenir de ces moments très forts, mieux vaut partir un peu trop tôt qu'un peu trop tard. Ce petit port de pêche se croyait à l'abri des caprices de la mer. Pourtant, ce jour-là, une énorme vague déferle emportant tout sur son passage. Nous sommes au Groenland, dans le petit village bien tranquille d'Umanak. La mer est calme et les icebergs dérivent paisiblement au large. Les pêcheurs, habitués, passent à proximité, mais soudain, ils entendent au loin un craquement caractéristique. Un énorme morceau de glace est en train de se détacher de la banquise. Les Inuits connaissent les conséquences d'un tel phénomène. Un raz-de-marée. Il faut fuir. Cette scène exceptionnelle a été filmée par un caméraman amateur. Par chance, tous les pêcheurs ont réussi à échapper à la catastrophe. Nicolas Vanier connaît le phénomène. Il explore le Grand Nord depuis plus de 10 ans. Très impressionnant, surtout quand on voit tous ces bateaux, tous ces gens qui se trouvaient quelques secondes avant sur la plage. Le phénomène n'a duré que quelques secondes, mais les Inuits connaissent par cœur les dangers de leur environnement. Ils ont anticipé, ils savaient exactement où ils seraient à l'abri. Dès que ça s'est passé, ils ont compris ce qui allait se passer un petit peu plus tard. Donc ils ont réagi extrêmement rapidement, ils sont tout de suite allés vers les hauteurs. Et donc il n'y a pas eu de dégâts. C'est surtout ça qui est incroyable dans cette histoire-là. Ils savent exactement, en fonction de la hauteur du bloc, et même je suis sûr qu'au bruit, ils savent que là c'est un gros qui est en train de tomber. Et donc tout de suite ils ont reculé vers les hauteurs. On voit, ils font des gestes. Ils se rendent compte tout de suite là, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça qu'ils ont réagi très vite et qu'il n'y a pas eu un seul accident. On les voit, ils sont sur les bateaux un petit peu partout, ils sont là sur la plage, c'est incroyable le nombre de personnes qu'il y a. Enfin, toutes ces personnes-là, si on a une seule qui était restée, à mon avis, ils ne s'en sortaient pas. Ce type d'accident est rarissime et si les conséquences ont été si impressionnantes, c'est à cause de la proximité de la côte. En s'approchant du port, les vagues se sont cassées sur le relief du fond. C'est la raison pour laquelle elles ont déferlé avec une telle violence. Car la plupart du temps, les icebergs se brisent au large et cela ne représente alors aucun danger. Au large, les vagues que provoque le phénomène meurent d'elles-mêmes et même si un bateau de pêcheurs se trouve sur leur chemin, il montera et redescendra sur la vague. Sur cette image, on distingue très clairement la glace qui se détache de l'iceberg et la naissance de la vague. Mais l'essentiel du phénomène se produit sous l'eau, ce qui décuple la puissance des vagues. Ce jour-là, le bilan est lourd, 26 bateaux détruits, des dégâts matériels considérables, mais toutes les vies humaines ont été épargnées. Les pêcheurs, habitués aux caprices du climat, répareront les dommages avec philosophie.
Nicolas Vanier a vécu de près une aventure similaire qui s'est heureusement bien terminée. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir comme ça des tas d'icebergs qui se décrochaient, mais bizarrement, c'est auprès d'un iceberg qui flottait qu'on a failli vivre ce genre de choses. Il y a un énorme bloc qui s'est cassé et je pêchais avec des Inuits non loin de cet endroit-là. La première vague nous a soulevés, ça s'est pas trop mal passé, mais c'est après, en fait, où les vagues étaient plus abruptes et c'était limite. Ce n'est pas un conte de fées, la nature elle est cruelle, elle est difficile. Bon, heureusement, il n'y a aucun être humain qui meurt ici, mais c'est pour ça qu'ils réagissent aussi bien et aussi vite. Ils sont confrontés tous les jours à une nature qui dicte sa loi. Si le pêcheur là décide demain d'aller à la pêche, le lendemain il peut y avoir un blizzard et moins 40 et il n'ira pas à la pêche. Il sait que c'est toujours la nature et elle qui décide. Des années d'entraînement intensif pour arriver à ça, une chute vertigineuse de 300 mètres. Valdez, en Alaska. Tous les ans, les skieurs de l'extrême s'y retrouvent pour une compétition de très haut niveau. L'objectif, descendre la piste la plus abrupte le plus vite possible et par n'importe quel tracé. Là, c'est au tour de Brigitte Meads. Dès le départ, elle perd l'équilibre et c'est la chute interminable. Emportée par la pente, elle n'a aucun moyen de s'arrêter. « 300 mètres plus bas, le cauchemar va enfin s'arrêter. La jeune femme a percuté plusieurs fois les rochers, et à cette vitesse-là, il y a peu de chances pour qu'elle ait résisté au choc. Tout de suite, 2 pisteurs lui portent secours. Ils mettent en place par radio un plan d'évacuation. Brigitte est inconsciente, mais elle est en vie. Il faut agir, et vite. Un hélicoptère est arrivé en urgence pour la transporter à l'hôpital. Les médecins vont tout faire pour la sauver et ils vont réussir. Miraculeusement, la jeune femme s'en est sortie. Quelques mois plus tard, elle raconte la chute qui a failli lui coûter la vie. En fait, je suis arrivée dans mon aire de départ trop rapidement et trop brutalement. J'aurais dû être beaucoup plus sereine. J'ai glissé vers la crête et j'ai coupé ma trajectoire. Et comme au deuxième virage c'était gelé, mes skis ont fait voum juste sous mes pieds. Et pas moyen de retrouver l'équilibre. Et là, j'ai commencé à dégringoler vers les rochers, puis au-dessus des rochers, puis dans les rochers. Et j'ai continué à glisser. Ensuite, mon premier souvenir a été de me réveiller à l'hôpital et de voir mon père assis près de moi. J'étais soulagée de voir mon père car j'ai su alors que je ne devais pas m'inquiéter. Bilan, des traumatismes crâniens, une bonne déprime et la plus belle peur de sa vie. Mais malgré ça, Brigitte a repris la compétition. Je trouve que le ski est un sport fabuleux. Et j'adore ça. C'est un sport génial et j'en profite au maximum. Brigitte reste persuadée que c'est son casque qui lui a sauvé la vie. D'ailleurs, dans de telles compétitions, il ne la quitte jamais. Et en revoyant ces images, on comprend pourquoi. Lorsque les soldats du feu se transforment en guerriers du froid, le combat n'est pas gagné d'avance. La scène se passe à Chicago, une ville où l'hiver peut être très rigoureux. Cette nuit-là, il fait moins 40 et pourtant, un feu vient de se déclarer dans un garage. Et ni le froid ni la glace ne l'arrêtent. Le feu ne s'éteint pas plus facilement s'il fait froid ou s'il fait chaud, il n'y a rien à voir avec la température ambiante. C'est jamais facile d'éteindre un feu, mais là apparemment c'est une grosse galère, c'est vraiment la galère. Une galère pour des pompiers rompus aux luttes contre le feu, mais pas forcément contre le gel. Pourtant, il faut se battre. Les pompiers n'ont qu'une mission, circonscrire l'incendie. Ils doivent l'accomplir coûte que coûte et rien ne doit les détourner de leur objectif. Mais aujourd'hui, l'adversaire est de taille. Il s'attaque à l'arme même des pompiers, l'eau. Il ne faut pas qu'elle gèle. Là, on voit un personnel qui est à l'arrière de l'engin, qui s'occupe spécialement de la pompe pour éviter que la pompe gèle. En fait, c'est primordial. Si la pompe ne marche pas, les porte-lances, donc les personnes qui s'occupent des lances, ne peuvent pas avoir d'eau. Donc lui, il s'occupe d'avoir un nombre de tours minutes
qui est de 1100 tours à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Aux États-Unis, je suppose que c'est un peu plus. C'est des engins qui sont beaucoup plus puissants que nous. Alors question, comment l'eau peut-elle sortir des tuyaux par un froid aussi extrême? C'est le mouvement de l'eau dans le tuyau qui permet à cette eau de sortir des lances. Elle est en mouvement perpétuel et elle arrive à sortir. Si elle était en statique, ça gèle. L'eau est la même que l'eau courante et il n'y a aucun additif dedans qui lutte contre le gel. Mais il n'y a pas que l'eau qui risque de geler. En ce qui concerne ce pompier, il a effectivement un risque majeur de nécrose du bout du nez, qui peut aller jusqu'à une amputation du bout du nez. C'est le cas également des extrémités sous les vêtements, malgré une protection. La tenue de feu, la tenue d'intervention se compose d'une veste en cuir, qui est spécialement conçue pour le feu, mais qui nous protège aussi du froid. Alors, une paire de gants, qui nous protège aussi bien du chaud que du froid. Ils sont doublés pour nous protéger les extrémités en cas de gel. Il y a également un autre risque majeur, qui est l'hypothermie, qui peut aller jusqu'à une perturbation du système cardiovasculaire et entraîner un arrêt cardiaque. L'hypothermie, c'est une baisse de température extrême au-delà de 33 degrés. Enfin, il existe un dernier danger pour les pompiers, la sournoiserie des flammes. Le dernier risque dont on peut parler, c'est de méconnaître dans un premier temps des brûlures et de s'en apercevoir par la suite. Vous voyez ces conditions extrêmes de froid, ça paralyse tout. Et également, ça peut anesthésier la sensibilité de la peau. Et les pompiers, eux, peuvent ne pas sentir les flammes leur brûler la peau. Cette nuit-là, aucun pompier n'a été blessé. En revanche, les dégâts sont considérables, un immeuble détruit et 15 voitures calcinées. Ces soldats du feu se sont battus dans des conditions extrêmes qui, heureusement, ne se présentent que très rarement. Une petite route de campagne en Gironde par une belle journée ensoleillée, mais soudain au détour d'un virage, c'est le choc. Vendredi 18 septembre 1998, Gérard Mordillat termine le tournage de Paddy, son nouveau film, qui sortira au printemps prochain. Ce jour-là, une équipe de plein les yeux a pu assister en exclusivité au tournage d'une cascade particulièrement délicate. Pour la réaliser, Gérard Mordillat a fait appel à Alain Brochery, et bien qu'il ait plus de 300 cascades à son actif, il sait que celle-ci présente de nombreux dangers. La scène qu'on va tourner n'est pas une scène difficile sur le plan cinématographique, puisqu'il s'agit d'un plan fixe. C'est une scène extrêmement difficile et extrêmement risquée sur le plan de la cascade, puisque le cascadeur en moto va réellement prendre feu en haut d'une butte et que la flamme aux essais montait à une dizaine de mètres et qu'il y a pour lui un très grand danger, un très grand risque. Tout ça est extrêmement préparé, les conditions de sécurité sont au maximum, mais il y a toujours quand même une hésitation au moment de dire moteur. Il faudra vous tenir absolument loin derrière, parce que c'est très dangereux. Tourne. 2 sur 1, deuxième, 2 caméras. Alain Brochery nous explique où se trouvent les difficultés. Voilà ce que l'on appelle dans notre jargon une cascade tendue, dangereuse. Le réalisateur Gérard Mordillat souhaite que le personnage explose à un endroit précis et se retrouve dans une boule de feu comme vous voyez ici. Pourquoi cette cascade est dangereuse? Depuis 500 mètres, je roule sur une moto chargée d'explosifs. Il faut que je déclenche l'explosion à un endroit précis puisque le point des caméras ont été faits à cet endroit. Et troisième point, il ne faut absolument pas que je chute. Ce n'est pas le souhait du réalisateur. Gérard Mordillat, après l'avoir convaincu, m'a fait confiance. La condition sine qua non était que je puisse travailler avec un spécialiste des effets spéciaux avec qui j'ai l'habitude. Question de confiance. C'est avec Philippe Alton qu'Alain Brochery travaille depuis des années pour les effets spéciaux. Pour lui, la principale difficulté est de calculer l'explosion. La moindre erreur de dosage peut être fatale. Autre difficulté majeure, le protéger. Pour ça, un équipement très pointu est mis au point. Sous-vêtements spéciaux, combinaisons de type Formule 1, combinaisons en cuir, cagoule, casque et gants. Viennent ensuite les essais d'explosion. Ils vont déterminer jusqu'à quelle dose le cascadeur peut supporter la déflagration sans être projeté en l'air. Là, nous passons à la procédure de refroidissement. C'est du CO2, moins 60 degrés, intérieurement et extérieurement, pour refroidir l'ensemble du corps, parce qu'il va y avoir une montée en température en une fraction de seconde, qui va me monter de 30 à 1000 degrés. Donc là, nous avons fait une première explosion qui va nous permettre de travailler. C'est-à-dire que c'est une explosion de référence, c'est pas une grosse explosion. À partir de là, nous avons augmenté sensiblement à chaque fois les doses, les explosifs, et nous sommes arrivés sur une explosion qu'on va dire finale, qui est celle-ci, où c'est ce que l'on va présenter au metteur en scène. Une
semaine plus tard, c'est le jour J. Il a fallu déplacer une équipe de tournage de 25 personnes, une unité de pompiers, 2 caméras, 2 camions de matériel, une équipe de techniciens spécialisés dans les effets spéciaux et une moto spécialement préparée pour l'occasion. Pour cette cascade, les modifications apportées à cette moto sont les suivantes. Nous avons mis un petit réservoir d'1,5 litre à l'arrière, très épais, afin d'éviter la montée en température. Pourquoi? Parce que le déflecteur à explosion, qui est cet appareil, est trop près du réservoir initial. Donc ce réservoir va être bien sûr vide pendant l'action. Nous avons protégé toutes les câbleries afin tout simplement que ça puisse supporter le feu. Et le radiateur d'huile qui était donc à la place du déflecteur a été apporté sur le côté. Donc pour le déclenchement de l'explosion, Philippe va nous installer 2 boutons. Un bouton ici qui est un bouton de sécurité qu'il faut déclencher en premier. Et après le bouton poussoir sur lequel j'appuie. Explosion. 17h30, dernière mise au point avant le tournage. Enfin, tout est prêt, il faut y aller. Bien qu'il ait droit à 2 essais, à cet instant, Alain Brochery sait que tout repose sur ses épaules et qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Attention, on va tourner. Attention, on va tourner. 2 sur 1, première, 2 caméras. C'est gagné. Malgré la puissance de l'explosion, le cascadeur n'a pas été éjecté de la moto et Gérard Mordiga a finalement obtenu exactement ce qu'il attendait. Ouf, tout le monde respire, surtout Alain Brochery qui, une fois de plus, a gagné son pari. Les pilotes de ces sidecars ne connaissent qu'une seule règle, arriver le premier, parfois même à n'importe quel prix. Nous sommes à la finale du championnat de Grass Track en Australie. Le Grass Track, ce sont ces courses de moto ou de sidecar que l'on croirait tout droit sorties d'un film de Mad Max. Rivés au guidon de leur machine suralimentée, les pilotes ne freinent jamais et chaque virage est un défi aux lois de la physique. Observez bien les passagers des sidecars, on les surnomme les singes. Ce sont eux qui, grâce à leur courage et à leur agilité, permettent aux pilotes de maintenir la trajectoire. À plus de 160 km/h, les sidecars bouclent le dernier tour de piste, mais soudain, en pleine accélération, c'est la chute. Phil Houston, le pilote, n'a apparemment rien, mais Glenn, son frère, ne bouge plus. Pourtant, grâce à l'efficacité des secours et après 2 semaines d'hôpital, il s'en sortira indemne. Ils ont eu la chance. Lorsque un sidecar, il y a une chute, on ne peut pas coucher le sidecar comme une moto classique. Donc le sidecar part de suite en tonneau. Le problème, c'est de ne pas avoir la machine qui nous retombe dessus. Là, effectivement, bon, le sidecar va tomber sur le passager, on l'a vu, il a arraché le casque. Mais le passager aujourd'hui va bien, ça n'est tiré, et là, il a eu la chance. Si Glenn et son frère ont frôlé la mort, c'est parce qu'ils ont heurté quelque chose sur la piste. L'explication est au départ de la course. Les départs se font arrêter, donc il y a des ornières qui sont créées au niveau du départ. Et ici, nous allons voir le sidecar qui va arriver au niveau de cette ornière ici, qui va le projeter en l'air. Et le sidecar donc se retrouve complètement déséquilibré, part en tonneau. Et à la vitesse où ils vont, effectivement, c'est très spectaculaire et très dangereux. En France, ce sport plutôt musclé n'a que quelques milliers d'adeptes. La plupart habitent le sud-ouest où les Allemands pendant la guerre ont importé leur passion pour ces mécaniques. Depuis, singes et pilotes se retrouvent le week-end sur des pistes qui leur sont réservées. Un sidecar, c'est un équipage à 2. Le pilote a autant de risques que le passager. Il va y avoir des passagers, ça aurait pu être le pilote qui aurait reçu le sidecar à la place du passager. Ça, on ne sait pas où tombe le sidecar. Quand il part comme ça, on ne sait pas où tombe. S'il n'y a pas d'accident pendant la manifestation, pendant la course, on n'y pense pas. Mais quand on en voit un, que c'est assez grave, après quand on reprend le départ, on dit ça peut peut-être être nous demain. Mais bon, tant pis. Puis une fois que le départ est parti et qu'on a fait la manche, c'est éliminé de notre tête, quoi. En France, un accident comme ça ne serait pas possible, parce que bon, les machines sont totalement différentes. Hein. On ne roule pas en 7 1000, nos machines sont beaucoup plus légères, ce sont des 500 cm3, elles sont beaucoup plus légères, et elles sont beaucoup plus aptes au franchissement que les 7 1000 qui, elles, bon, qui ont des problèmes au niveau des ornières de départ, effectivement, comme on l'a vu sur la vidéo. Nous, les ornières de départ, les 3/4 du temps ne nous posent aucun problème, on sent à peine des petits guidonnages, mais on n'a jamais quelque chose d'assez violent pour nous déstabiliser comme ça. Mais quelle que soit la catégorie dans laquelle ils courent, pilotes et singes sont unanimes, leur carburant, c'est l'adrénaline. Un volcan en éruption menace de décimer une population entière, les tortues des Galapagos. Au large de l'équateur, un archipel, celui des Galapagos, une île, Isabella, peuplée de tortues géantes. 1,50 m de long, 150 kg en moyenne, elles sont totalement pacifiques et peuvent vivre centenaires.
Les tortues des Galapagos sont des tortues uniques dans l'évolution des tortues, puisqu'elles sont propres à ces îles et on ne les trouve nulle part ailleurs. Elles étaient plusieurs centaines de milliers au début du siècle, il en reste à peine 15 000 aujourd'hui. Ces tortues ont été, on peut dire, décimées et même quasiment exterminées par l'homme. Ce sont essentiellement des baleiniers qui sont venus, qui ont prélevé ces tortues. Et évidemment, ils ont choisi les tortues les plus légères, les plus faciles à manipuler. Et ils ont laissé, de préférence, les tortues les plus lourdes. Celles qui éprouvent les plus grandes difficultés à se déplacer, mais aussi à fuir en cas de problème. Ce fut le cas le 30 septembre dernier, lorsque le volcan Cerro Azul s'est réveillé après 19 ans d'inactivité. Coincées au pied du cratère où elles vivent, les tortues sont prises au piège. D'un côté la lave, de l'autre la mer, mais par là, elles ne peuvent pas s'enfuir. Actuellement, les îles Galapagos sont baignées par le courant de Humboldt. C'est un courant très froid qui vient de l'Antarctique. Et une tortue telle que celle-ci ne peut subsister plus de quelques heures dans l'eau. Brûler ou se noyer, si on ne vient pas à leur secours, les tortues sont condamnées. Mais comment les secourir? Les tortues sont volumineuses, comme vous pouvez le voir, mais elles sont aussi très lourdes. À 4 personnes, c'est déjà quelque chose de très encombrant, et sur quelques dizaines de mètres. Sur une plus grande distance, la seule possibilité aux îles Galapagos, c'est d'utiliser l'hélicoptère, l'hélitreuillage, puisque le terrain est très accidenté. Comme on ne peut pas accéder à l'endroit où se trouvent les tortues par la route, c'est par les airs qu'il va falloir les évacuer. Une par une, 80 bêtes seront ainsi sauvées du brasier. La lave était à moins de 300 mètres. Quand il se produit une éruption volcanique et quand l'espèce est de nouveau en danger, le gouvernement équatorien décide de monter une opération spéciale de sauvetage. Nous utilisons les moyens de l'armée, ces hélicoptères entre autres. Tout ça parce que nous nous préoccupons en permanence de ces tortues géantes qui font partie de notre patrimoine national. Et j'irais même jusqu'à dire qu'elles font partie du patrimoine universel. Après leur voyage en hélicoptère, les tortues seront transportées en camion cette fois dans le sud de l'île. Elles sont donc aujourd'hui bien à l'abri du volcan. Dans quelques semaines, quand le cratère sera endormi à nouveau, elles feront le chemin inverse pour retrouver leur milieu naturel. Ce n'est ni un tremblement de terre, ni un cyclone, ni un raz-de-marée qui ont emporté ce quartier de San Francisco, et pourtant. San Francisco 1995, des pluies torrentielles s'abattent depuis plusieurs heures sur la ville. Rien de grave en temps normal, mais là un quartier entier est en danger. Petit à petit, le terrain s'effondre, emportant avec lui des maisons entières. Sur le bord de cette route qui est en train de s'écrouler lentement, les pompiers et les habitants du quartier assistent impuissants à un phénomène contre lequel ils ne peuvent pas lutter. Le terrain glisse inexorablement. Regardez bien ce trou béant. Il y a quelques heures seulement, la terre se trouvait au même niveau que la route. Par miracle, tous les habitants du quartier ont pu être évacués à temps. Mais ce glissement de terrain n'est pas dû à un phénomène naturel. Le sol a l'air très sain et constructible. La raison de ce cataclysme se trouve ailleurs. Alors, que s'est-il passé ? Le phénomène est violent, mais il faut imaginer que la canalisation a été abîmée pendant très longtemps, qu'elle devait fuir et que le terrain sous la canalisation était miné, c'est-à-dire qu'il y avait comme une forme de gruyère, de vide. La rupture de la canalisation a été obtenue. Le jet d'eau est très important puisque nous sommes en période pluvieuse, très pluvieuse, et donc le jet est particulièrement fort, on le constate sur l'image. Ce terrain est bon, il n'y a pas de problème de terrain. Sauf que dans le cas présent, la rupture de canalisation a entraîné un phénomène particulièrement spectaculaire, car le terrain est en pente et que le terrain est sableux et gorgé d'eau. Les canalisations sont donc seules responsables de cette catastrophe. Les fuites de canalisation qui entraînent des désordres sur des constructions existantes sont relativement fréquents. Par contre, le caractère tout à fait exceptionnel dans le cas présent, c'est relativement rare. Personnellement, j'ai jamais vu de rupture aussi spectaculaire en si peu de temps. Très vite, toutes les télévisions locales se déplacent pour couvrir l'événement. Le quartier prend des allures de fin du monde. André Toppelgin, un habitant du quartier, se souvient. Je me souviens avoir dit à ma femme, il n'y a pas de problème, la maison des Bullman est toujours debout. Puis en l'espace d'une seconde, elle a basculé vers l'avant et est allée s'écraser au fond du trou. Une vision traumatisante pour tous les habitants du quartier.
Il réalise à cet instant qu'il vivait depuis des années sur des fondations défectueuses. Un vice de construction qui entraîne l'impensable, une simple canalisation rompue dans un sol sableux, et c'est le drame. Le phénomène s'aggrave, les coulées boueuses continuent, la maison est en train de se vider, les fondations, une partie du bâtiment est dans le vide, le phénomène est irréversible. Donc à tout moment, et c'est ce que nous allons constater maintenant, la maison va se rompre, le poids de la maison qui est dans le vide étant nettement supérieur au poids résistant, la maison s'effondre dans le cratère créé par la canalisation. Mais y avait-il quelque chose à faire pour empêcher une telle catastrophe? Pour arrêter ce phénomène, on ne peut rien faire. Il faut attendre que la pluie cesse, que la canalisation d'eau cesse de couler. Les seules choses à faire sont de cerner la zone pour interdire son accès. En quelques heures, plusieurs familles ont tout perdu. Elles seront bien entendu dédommagées par les assurances, le responsable de ce drame étant le constructeur des canalisations d'eau. 2 ans plus tard, le trou a été comblé, mais le terrain reste pour l'instant inconstructible. L'implosion d'immeubles est une technique bien rodée en France. Les règles de sécurité sont maximales, mais ce n'est pas toujours le cas ailleurs. Cet hôpital australien est vétuste et dangereux. Il va donc être détruit. Dans la région, c'est l'événement, de nombreux spectateurs ont fait le déplacement. Enfin, l'équipe de mise à feu déclenche l'explosion. Hélas, les choses ne se passent pas comme prévu. Des débris sont projetés en l'air et retombent sur des spectateurs. La première démolition, a priori, se passe très bien. Par contre, sur cette deuxième démolition, on voit donc deux grands champignons de fumée blanche. Et on n'aperçoit aucune explosion dans les niveaux intermédiaires de l'immeuble. Ce qui veut dire que tout l'explosif est concentré au rez-de-chaussée. Ce qui est pas très bon pour contrôler la chute de l'immeuble, même. On aurait dû donc miner au moins un étage intermédiaire. Mais ce n'est pas tout. Regardez à nouveau ces images. Au-dessus des champignons de fumée, on aperçoit des débris propulsés très haut dans les airs par le souffle de l'explosion. Tout a l'air normal, pourtant plusieurs spectateurs ont été blessés. On nous a dit qu'il fallait être placé à plus de 50 mètres. Et là, à quelle distance on est? À au moins 500 mètres. Et quand même, des voitures à côté du pont ont été touchées par des morceaux de métal. C'est incroyable. Incroyable, c'est le mot. Garée à plus de 500 mètres, cette voiture a été touchée par un éclat de métal. Le souffle de l'explosion a violemment projeté la structure métallique aux alentours et le périmètre de sécurité n'a pas été respecté. Et visiblement, on voit des gens sur les bateaux qui semblent vraiment trop près de cette démolition, avec les impacts qui arrivent tout autour d'eux. Mais techniquement, les règles élémentaires de sécurité n'ont pas non plus été respectées. Ce qui choque la première fois, c'est qu'on voit des explosions avec des flammes énormes. Ce qui, en règle générale, ne se produit pas, puisque l'explosif est enfermé et contenu dans des protections. Comme les charges qu'on voit ici ne sont pas protégées, a priori, ou pas du tout, on aurait dû imposer un périmètre de sécurité à minima de 500 mètres. Bon, en France, on informe tous les gens de l'environnement, c'est-à-dire les riverains, et on contient les spectateurs à l'extérieur d'un périmètre qui est balisé et qui est souvent barriéré. En France, les règles sont très strictes pour ce genre de démolition. La préparation d'une implosion peut exiger plusieurs mois de travail et pour assurer une descente parfaite du bâtiment, plusieurs niveaux sont dynamités. Mais avant la mise à feu, il y a du travail. On vide les étages minés de tout élément susceptible d'être projeté et on entoure les piliers truffés d'explosifs de protection contre le souffle. Et pour le béton ou pour les structures en acier, on utilise des charges spécifiques. Placées dans des boîtiers de protection, elles découpent très proprement la matière sans la projeter. Et lorsqu'on utilise des charges spécialisées pour découper l'acier, ce qui doit être fait, ce qui est la règle, on n'a aucune projection due à l'explosion des charges. Parce que les charges sont des charges qui sont sous cuivre, qui projettent du cuivre en fusion, qui découpe l'acier en quelques millisecondes. On maîtrise bien la technique à 99,99%. Pour ce qui est de la sécurité des personnes, je pense qu'en France, on fait vraiment tout ce qu'il faut pour pratiquement être à 100%. Oui. Ces éclats d'acier projetés à plus de 500 mètres auraient pu avoir des conséquences dramatiques. Heureusement, ce jour-là, personne n'a été grièvement blessé. Regardez bien cette image. Rassurez-vous, c'est juste un mannequin qui vient d'exploser sous vos yeux, mais ce qui a causé ces dégâts, c'est un simple pétard.
Et oui, la France a ses traditions et parmi elles, les indétrônables et inévitables pétards et feux d'artifice qui accompagnent les jours de fête. Mais attention, mal utilisés, ils peuvent être très dangereux. Cette vidéo a été réalisée par la police du New Jersey. Son but, sensibiliser les gens aux dangers des artifices en tout genre. Ici, heureusement, les pétards n'explosent que sur des mannequins et les fusées de feux d'artifice dans des voitures vides. Mais ces images nous permettent d'imaginer la réalité. En France, chaque année, des dizaines de personnes sont blessées à cause de ce qui, au départ, n'est qu'un jeu. C'est un test qui est fait avec des artifices qui sont portés sur soi. C'est le cas le plus désespéré, j'oserais dire. Ces pétards sont classés comme artifices de divertissement. C'est ce qu'on voit dans la rue à l'occasion du 14 juillet. Et ça contient de la poudre, donc c'est la même matière qu'une balle de fusil ou une cartouche de fusil. Les dégâts là sont un peu exagérés par rapport à ce que ça peut faire sur une personne, évidemment, puisqu'il s'agit de mannequins. Néanmoins, je le rappelle, ça fait une brûlure souvent au 2e degré et qui est difficile à traiter puisque la poudre noire rentre dans la peau. Et donc après, le médecin à l'hôpital, il va arracher cette peau pour pouvoir guérir la brûlure. C'est extrêmement douloureux et c'est vraiment dommage pour un simple artifice de divertissement. Un simple divertissement qui peut donc faire très mal. Quand on manipule des feux d'artifice ou des pétards, il faut donc être très prudent. Mais au fait, comment sont-ils fabriqués ? Le pétard, c'est très simple, c'est de la poudre qui est dans un rouleau de papier qui est enroulé sur lui-même et qui fait que la poudre n'a pas d'autre moyen de s'exprimer que d'émettre une poussée par les gaz qui sont allumés et qui fait que la résistance du papier commence par résister et au bout d'un certain temps, la poudre est plus forte que le papier et ça explose. Un pétard n'est pas fait pour être lancé à la hauteur d'une tête. Il faut que ça soit lancé en principe au sol et loin de toute partie corporelle, comme on le voit sur ces images. Alors, le feu d'artifice reste dangereux parce que la matière est dangereuse, mais c'est une matière qui n'est pas dangereuse si on a un tant soit peu de bon sens. C'est-à-dire qu'il faut faire simplement attention, comme pour tout, ou comme pour une voiture, comme pour une gazinière. Il y a un mode d'emploi. C'est comme quand on utilise un mixeur, on ne met pas le doigt dedans. Des pétards et des feux d'artifice, il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes. Plus ils sont gros, plus ils font de bruit, et plus ils font de bruit, plus ça plaît. Mais les plus gros sont aussi les plus dangereux. Techniquement, ils sont classés en 4 catégories. La catégorie K4 est exclusivement réservée aux professionnels. Les 3 autres catégories, K1, K2 et K3, sont en vente libre. Tout le monde peut les utiliser, avec quelques restrictions pour les moins de 18 ans. Voici l'un des plus petits pétards du monde. Eh bien, si vous le gardez dans la main au moment de l'explosion, vous aurez de grosses cloques. Un seul mot d'ordre, lire la notice. Tom Pouce, donc ce qui veut dire de catégorie K1, à utiliser à l'extérieur exclusivement et en dehors de tout confinement. C'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure est vrai, il ne faut pas l'enfermer dans quelque chose qui risque d'exploser lui-même. Poser le pétard sur le sol dans un lieu dégagé, loin de toute matière et vapeur inflammable, donc pas à côté d'une litre d'essence, allumer l'extrémité de la mèche et se retirer vivement. Important, ne jamais tenir à la main, ne jamais essayer de rallumer un pétard qui n'a pas explosé, donc c'est clairement écrit. Mais encore faut-il le respecter pour éviter l'accident, d'autant qu'on trouve pétards et feux d'artifice dans les rayons des supermarchés. On confond le produit artifice, qui reste un produit néanmoins dangereux, avec 1 kilo de tomates ou 1 kilo de cerises. Je milite depuis tout le temps pour que ce soit effectivement des professionnels qui les vendent. Je suis archi contre la vente de ces matériaux en libre service dans les grandes surfaces. C'est une vente conseil qui doit être confiée à des spécialistes qui permettent de sensibiliser les gens qui les utilisent. À respecter également les consignes de lieu et d'heure. Pétards et feux d'artifice ne se tirent pas n'importe où ni n'importe quand. Le risque, c'est l'incendie. Suivant le lieu où on se trouve, il y a des arrêtés municipaux et préfectoraux qui autorisent ou qui interdisent le tir dans telle ou telle zone. Et oui, même pour faire un tout petit feu d'artifice dans votre jardin, il faut demander l'autorisation à la préfecture ou à la mairie. Et pour éviter de gâcher la fête, écoutez les conseils des professionnels. Non, ce n'est pas un pari stupide. Cette femme risque sa vie pour perpétuer un rite ancestral. Ces images d'archives nous viennent de Birmanie et nous permettent d'assister à une coutume hors du commun. Cette femme est une prêtresse hindouiste. En face d'elle, un cobra royal, appelé aussi Naga. Son but, déposer 3 baisers sur la tête de ce serpent gigantesque armé d'un venin mortel. Depuis le XIe siècle, pour être fécondables, les prêtresses birmanes doivent affronter le Naga de cette façon. Le Naga qui pour elle est une incarnation sur Terre de la triple divinité hindoue. Mais cet hommage est très risqué. Si une personne est mordue, elle n'a pratiquement aucune chance de s'en sortir. Avec un serpent de cette taille, la personne peut être morte en 1 ou 2 ou 3 minutes parce que c'est un venin qui attaque les voies respiratoires et qui étouffe la personne. Mais avant d'affronter le cobra, cette femme doit respecter à la lettre un rituel très précis.
La prêtresse vient de faire l'offrande de ses bananes et de ses fruits à la divinité. Elle lui rend hommage et en même temps, elle va saisir dans le plateau 3 poignées de riz qu'elle va lancer en l'air pour le ciel, l'eau et le feu. Après avoir accompli son rituel, elle se présente à l'entrée de la grotte et se balance de gauche à droite et de droite à gauche pour exciter le serpent dragon qui se trouve à l'intérieur. Lui, pensant qu'il est attaqué, va sortir à ce moment-là, il va déployer toute la longueur de son corps pour venir la mordre. À ce moment-là, elle ouvre son longi, sa longue jupe, au cas où il mordrait, il ne pourrait pas toucher le bas de son corps, il toucherait seulement le tissu. La prêtresse utilise une technique très élaborée. En fait, le serpent n'a pas conscience de ce qui se passe hors de son champ de vision, ni au-dessus, ni en dessous de lui. Le serpent ne l'attaque que lorsqu'elle s'accroupit. Au contraire, lorsqu'elle se tient debout, il ne l'attaque pas parce qu'il est à son extension maximum. Alors, le point d'appui de l'animal se situe ici. Donc l'animal pourra attaquer sur la hauteur sur laquelle il est posé, donc environ 1m20, 1m50. Donc là, il est possible de contrer les attaques de l'animal, car l'animal va toujours fixer en permanence le visage de la jeune femme, et donc l'animal ne va pas comprendre pourquoi il y a un obstacle. Donc il va réitérer son attaque, mais il ne va pas chercher à mordre la main. L'animal est particulièrement agressif, parce qu'ils doivent être en période de couvaison, qui correspond à la période des moussons, donc période des récoltes. L'animal en temps normal aura plutôt tendance à essayer de prendre la fuite dans un premier temps, et attaquer que s'il n'a pas le choix. L'affrontement est terrible, mais seules les femmes sont autorisées à pratiquer cette tradition religieuse ancestrale, enseignée de génération en génération par des prêtres brahmanes. Ces rituels sont pratiqués essentiellement par des familles de brahmanes. Ce sont des familles de professionnels. La personne que vous voyez là, la prêtresse, est une personne qui est âgée déjà d'environ une 50aine d'années. Donc elle ne vient pas rechercher la fertilité auprès du serpent pour elle-même, mais vraisemblablement pour des donateurs ou pour quelqu'un qui l'a payé pour venir exercer ce rituel. Le Naga représente la fertilité parce qu'il est une divinité associée à la fois à la terre, à l'eau et à l'immortalité. Donc il donne la vie. Et c'est pour ça que vraisemblablement dans les rituels anciens, c'était des jeunes femmes, des jeunes prêtresses on pourrait dire, qui étaient associées à ce rituel et qui devaient rendre hommage et entrer en contact direct avec la divinité. Le cobra, de par son côté spectaculaire, a inspiré beaucoup plus de légendes et de mythes que l'immense majorité des boas et des pythons qui, eux, ne présentent pas de danger de par leur venin. Enfin, grâce à son courage et à son agilité, la prêtresse parviendra à ses fins. Les 3 baisers seront tour à tour joliment déposés sur la tête du cobra et elle repartira certaine d'emporter avec elle la fertilité jusqu'à la prochaine fois. Nos ancêtres les Gaulois craignaient que le ciel leur tombe sur la tête. Ils n'avaient pas tort. 25 octobre 98, match au sommet du championnat sud-africain de football. Les Cosmos sont opposés aux Morocas. Le score est de 2-0 lorsqu'un élément imprévu et rarissime vient perturber la rencontre. C'est un coup de tonnerre. Il y a un éclair qu'on n'a pas eu le temps de filmer sur la caméra parce qu'il dure quelques millièmes de seconde. Et donc un énorme arc électrique de plusieurs milliers de volts, de plusieurs centaines de milliers d'ampères est parti, en électrisant plusieurs joueurs sur le terrain. Électrisés et non électrocutés, la différence est vitale. Ils n'ont pas été électrocutés, ils ont été électrisés. C'est-à-dire qu'une faible quantité du courant électrique de l'éclair est passée à travers leur corps. Donc les dégâts n'ont pas été catastrophiques, n'ont pas entraîné un arrêt cardiaque immédiat et une brûlure complète du système nerveux. Pourtant, sur ces images, il n'y a aucun doute. Les joueurs foudroyés sont en état de choc, alors que s'est-il passé? L'éclair a généré le coup de tonnerre qui lui-même est responsable d'une onde de choc, ce qu'on appelle le phénomène de blast. Donc les joueurs se retrouvent plaqués au sol par cette onde de choc. Certains d'ailleurs se tiennent la tête parce qu'ils ont certainement eu un blast tympanique, c'est-à-dire des tympans qui ont été déchirés par l'onde de choc. Sur le terrain, c'est la panique. Que faire? Quels sont les gestes qui sauvent? Quels soins prodigués après un tel coup de foudre? Là, il faut distinguer 2 cas. Soit le patient a pris la foudre et se retrouve en arrêt cardio-respiratoire sur la pelouse, et auquel cas la seule chance pour le patient est de bénéficier d'une réanimation médicalisée sur le terrain. Dans les autres cas, là dans le cas concret de l'accident en Afrique du Sud, la prise en charge consiste à faire un relevage optimisé
en évitant d'aggraver par le transport les lésions qui sont certainement sous-jacentes, parce que là on se retrouve avec des patients qui ont reçu cette onde de choc, qui peuvent avoir des fractures, qui peuvent avoir des problèmes respiratoires, qui peuvent avoir des problèmes neurologiques. Donc il faut les mettre en condition correctement sur un brancard, avec du matériel de contention, un collier cervical. J'ai été touché. Je ne sais même pas si je vais bien. C'est bizarre, seulement un groupe de joueurs a été frappé. Moi, je ne sais pas si j'ai été touché. En effet, en revoyant cette séquence dans sa continuité, on constate que sur les 22 joueurs, la moitié seulement a été fauchée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il faudra quelques secondes pour interrompre définitivement la partie. Alors pourquoi certains joueurs tombent à terre alors que d'autres restent debout? Début d'explication. Une paire de crampons moulés en plastique pour terrain sec et une paire de crampons lissés en alu pour terrain gras. Les joueurs qui sont tombés foudroyés avaient des crampons en aluminium, alors que ceux qui sont restés debout avaient des crampons moulés. Donc on peut vraisemblablement faire le lien de cause à effet. Les crampons en aluminium ont plus conduit l'électricité que les crampons moulés. En France, les joueurs sont libres de porter les crampons de leur choix. En revanche, l'arbitre, lui, a des obligations très strictes en cas d'intempérie. La Commission centrale de l'arbitrage a édité une circulaire en 1996 demandant aux arbitres expressément, en cas d'orage, en cas de risque, en cas de conditions atmosphériques dangereuses pour les joueurs, de regagner les vestiaires pour se mettre en sécurité. Autre mesure de précaution prise en France pour éviter ce genre d'incident, la construction même des stades. Les stades en France sont bien sûr soumis à des commissions de sécurité, des commissions architecturales qui visent à prévenir les accidents de type tonnerre dans les stades. Lorsqu'on est sur un stade comme celui-ci qui n'est pas entouré d'une structure en béton, les pylônes d'éclairage doivent servir de paratonnerre. Le Stade de France, par exemple, du fait de son architecture en béton et en verre et en acier, sert lui-même de paratonnerre. Quand on ouvre les archives du football français, il semblerait qu'il y ait eu 2 accidents mortels dus à l'orage. Par rapport au nombre de rencontres qui se disputent tous les week-ends dans toutes les divisions, c'est un accident qui reste quand même rarissime. L'un des sports les plus exposés à la foudre, c'est le golf. Là, les facteurs de risque s'accumulent. Entre les clous de mes chaussures, l'acier de mes clubs et la tige en métal de mon parapluie, l'orage pour moi signifie automatiquement l'arrêt de la partie. À ce sujet, le règlement est très strict, il faut rentrer immédiatement. Le clubhouse nous prévient par un signal sonore que l'orage approche. Et dans ce cas, il y a urgence. L'orage est imminent, je n'ai qu'une solution, la voici. Au fait, pour en revenir à nos athlètes sud-africains, sachez que tous les joueurs s'en sortiront sans dommages sérieux. Après un court séjour à l'hôpital pour quelques-uns d'entre eux, les footballeurs de Johannesburg ont depuis ce 25 octobre mémorable retrouvé les plaisirs du ballon rond. En mer comme sur la route, il y a des règles à respecter, sinon... Nous sommes sur le lac Michigan. Ce bateau de garde-côte est sorti en mer pour effectuer un sauvetage. À bord, 5 hommes, 4 sauveteurs et un caméraman professionnel, Steven Butcher, censé filmer l'intervention. Un hélicoptère surveille la zone de recherche et se tient prêt pour un éventuel hélitreuillage. Mais concentrés sur leur recherche, les gardes-côtes ne voient pas venir le danger. Un hors-bord qui fonce droit sur eux, à tribord. Les gardes-côtes maintiennent leur cap, le point précis d'où provient le SOS qu'ils ont reçu. Ils y foncent tout droit, car il y a urgence. Les passagers du hors-bord, eux, ne regardent pas de ce côté, occupés à faire signe à un autre bateau. Heureusement, les passagers du hors-bord s'en sortent bien. Ils sont choqués mais indemnes et parviennent à se hisser sur le bateau des gardes-côtes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me suis rendu compte qu'il y avait un bateau que quand il m'a percuté à l'arrière. Et je ne savais même pas que c'était un autre bateau. Thibaut Jean, c'est moniteur de bateau-école. Les règles, il les connaît. Il va nous aider à comprendre la situation. En fait, donc on a le petit bateau qui arrive, qui normalement en fait est prioritaire, puisque les priorités en fait, donc c'est comme en voiture, il y a une priorité à droite. Là, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que sur le bateau des gardes-côtes, ils sont 4 ou 5. Il n'y en a pas un qui prévient le pilote pour leur indiquer en fait l'arrivée du hors-bord. Les gardes-côtes, normalement, déjà, auraient dû chercher en fait à passer déjà non seulement derrière le hors-bord, mais aussi derrière ce bateau. Et le bateau des gardes-côtes, en fait, donc insiste et garde sa trajectoire. Il semble donc que le bateau des gardes-côtes soit en tort, car il n'a pas tenu compte de la circulation maritime. Heureusement, les passagers du hors-bord ont été éjectés, c'est ce qui les a sauvés. Steven Butcher, le caméraman qui se trouvait à bord de la vedette de secours, s'en veut de ne pas s'être rendu compte du danger. Il se souvient.
C'était comme percuter un mur de pierre. Je me souviens qu'on a percuté le mur de la cabine arrière du bateau. Je me souviens que j'ai vu du coin de l'œil le hors-bord tournoyer en l'air et les passagers se faire éjecter dans l'eau. Je me suis levé, je me suis retourné, puis j'ai vu surgir leur tête et je me suis rendu compte que les gars s'en sortaient. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, aux États-Unis, les bateaux des gardes-côtes ne sont pas des véhicules prioritaires. Ils auraient dû respecter la priorité à droite. Sur un lac, je dirais qu'on se retrouve un peu comme dans un port. Donc les bateaux sont assez proches les uns des autres. On doit, dans un premier temps, donc essayer de respecter un maximum donc la réglementation maritime et surtout donc être assez vigilant et faire attention à tout ce qui se passe donc autour du bateau et éviter d'être tête en l'air, un peu comme les personnes qui se trouvent sur le hors-bord, mais aussi comme les personnes qui se trouvaient sur le bateau des gardes-côtes. Un accident qui aurait pu facilement être évité si les règles élémentaires avaient été respectées. Ces pilotes étaient bien partis, mais à quelques secondes du départ, c'est l'accident. 1989, Grand Prix motonautique de vitesse à Trévoux, près de Lyon. Au départ, de vrais bolides, 6 mètres de long, 450 kg, équipés d'un moteur de 300 chevaux, ils peuvent atteindre 180 km/h en quelques secondes. Lancés à pleine vitesse, les bateaux abordent le premier virage quand soudain, c'est l'accident. Le bateau de Claude Tonnella s'envole et vient s'écraser sur celui de Franck Revers. Claude Tonnella est éjecté, le choc est d'une rare violence. En quelques minutes, les secours sont sur place et heureusement, ils ne sont que légèrement blessés. Ils ont eu beaucoup de chance. 10 ans après, pour plein les yeux, Claude Tonnella a accepté de revoir ces images. Lorsque j'arrive, le bateau est déjà très très haut, c'est-à-dire sous un angle d'attaque énorme. Le vent s'engouffre sous le bateau et le transforme littéralement en aile d'avion, ce qui fait qu'il part en tonneau. Il part, il s'élève et il tourbillonne et je suis éjecté. J'ai joué avec le feu parce que pour aller très très vite, il faut que le bateau soit aérien, c'est-à-dire ne touche pratiquement plus à l'eau. Mais il y a un instant où je dois dire, il y a un point de non-retour. On sait que le bateau va s'envoler, va grimper au ciel parce qu'il monte à 4, 5, 6 mètres de haut. À ce moment-là, ce que l'on fait, on se cramponne au volant le plus fortement possible et on attend que la cascade soit finie. En se concentrant, on bloque sa respiration. Je crois que ça, c'est un instinct naturel. Tous les muscles sont bloqués, sont tétanisés et on attend la chute finale. Cette chute, Claude Tonnella ne l'oubliera jamais car en retombant, son bateau a percuté violemment celui de Franck Revers qui, à cette vitesse, n'a pas pu l'éviter. Il est retombé ici sur cette partie-là, comme ça, là. Ça fait que quand il a pris appui comme ça, mon bateau a appuyé, il est monté en l'air. Il est parti en vrille, j'ai dû faire 2-3 tonneaux comme ça. Je me suis trouvé éjecté par ce côté, il y avait un trou de 50 cm et c'est comme ça que je suis parti et qui m'a blessé à la jambe. Mon corps tombe, la tête en arrière, les pieds en avant. C'est une chance énorme que j'ai pu avoir. J'ai littéralement glissé à plat sur le dos. Bien sûr, les pieds ont fait, effet de blocage pour ralentir la vitesse. Et ensuite, je suis parti en chute avant. Et à chaque fois, c'est la tête, le visage qui a heurté très violemment la surface de l'eau. Ce qui fait que la visière du casque est venue, m'exploser littéralement le nez. Ça aurait pu être pire. Je veux dire, il n'aurait pas fallu qu'il me retombe sur les jambes ou sur moi, quoi. Je veux dire, même lui a beaucoup de chance que son bateau ne lui retombe pas dessus. C'est effectivement miraculeux que tous les deux nous en soyons sortis de cette façon. Être éjecté et percuter la surface de l'eau à cette vitesse, c'est sans doute le cas de figure le plus dangereux pour un pilote. Depuis, des mesures de sécurité ont été prises. Parce qu'à cette époque-là, la réglementation faisait que nous n'étions pas attachés, nous n'avions pas de harnais. Depuis, fort heureusement, sous la pression des réglementations internationales, nous sommes sanglés, harnachés, comme dans un cockpit de Formule 1 automobile. Alors, je veux dire, effectivement, les accidents, même si les envols comme ça arrivent toujours, les accidents, les risques corporels sont quasiment nuls aujourd'hui. Heureusement pour Claude Tonnella et Franck Revers, ces images ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Aujourd'hui, ils font toujours de la compétition. Il leur arrive même de s'affronter au plus haut niveau. Regardez bien ces images. Ces deux caissières d'un fast-food américain semblent effectuer leur travail normalement. Et pourtant, vous allez constater qu'il n'en est rien. On voit très nettement ici que la femme de gauche cache quelque chose dans son soutien-gorge. Eh bien, c'est la solution d'un mystère qui taraudait le gérant du magasin depuis quelques mois. Depuis que je travaille, je n'avais jamais vu ça.
C'est justement parce qu'Ed Wilcox voyait ses bénéfices diminuer depuis plusieurs mois qu'il a voulu en avoir le cœur net. Il a donc fait installer par la police des caméras de surveillance, dont une au-dessus de la caisse. Il faut dire qu'il avait remarqué que plus les bénéfices diminuaient, plus les soutiens-gorge de ses caissières avaient tendance à gonfler. La caméra a été placée au-dessus des caisses, car nous ne devions pas seulement constater les vols, mais aussi savoir combien elles volaient. De sang-froid et avec un culot incroyable, les caissières embourraient tranquillement leur lingerie. Regardez là, elle plie le billet en deux, encore une fois, puis elle le met dans son soutien-gorge. Mais elles ne se sont pas contentées de cacher de l'argent dans leur soutien-gorge, elles avaient d'autres tours dans leur sac. Juste là, elle met des billets sous sa jambe, la droite. Regardez là, elle prend l'argent sous sa jambe droite, soulève sa jambe gauche et le met dans sa chaussure gauche. Voilà, mouvement et hop, direction la chaussure. Mieux encore, ces caissières sont tellement gourmandes qu'elles se sont même volées entre elles. Regardez, sa copine se retourne et hop, le tour est joué. Pour moi, c'était hallucinant. Un voleur qui vole un autre voleur. Alors, à votre avis, combien peut-on cacher dans ces sous-vêtements? Environ 1,5 million de dollars. Soit environ 7 millions de francs. Évidemment, prises en flagrant délit, les caissières ont été arrêtées sur le champ. Elles ont écopé d'une peine de prison ferme et ont dû payer une forte amende. Bien entendu, tout l'argent volé ainsi que tout ce qu'elles ont pu acheter avec a été saisi. Une fois le réseau démantelé, les bénéfices du restaurant ont grimpé à nouveau. Freeway, en français, route nationale. C'est le surnom de ce fan né miraculeusement sur le bitume. Cela pourrait arriver n'importe quand et à n'importe qui. Sur cette route nationale de Californie, une voiture vient de percuter cette biche. L'automobiliste n'a pas daigné s'arrêter. Un autre conducteur, lui, va intervenir. Il s'appelle Jen Chaffin. Malheureusement, on ne peut plus sauver la biche. Mais subitement, Jen Chaffin se rend compte qu'elle est pleine. Peut-être peut-il sauver le fan. Dans l'état actuel de la mer, le petit n'a aucune chance de survie, puisqu'il dépend complètement de la respiration et de la circulation de sa mère pour être oxygéné. Et donc, la mort est inéluctable dans ce cas précis. Il y a donc urgence, chaque seconde est cruciale. Jen Chaffin est décidé à tout faire pour sauver le petit. Sans hésiter, il essaie de l'extraire lui-même de l'utérus de sa mère. Après quelques minutes d'intervention, mission accomplie, le fan est sorti mais pas encore sauvé. Là encore, Jen Chaffin va tout tenter. La seule chose qu'on pourrait leur reprocher, c'est de ne pas avoir préalablement essayé d'enlever les mucosités qui pouvaient obstruer les poumons, comme chez tout nouveau-né, même humain. Donc il aurait fallu qu'il le balance un petit peu la tête en bas pour essayer d'extraire, en appuyant un peu sur la cage thoracique, pour essayer d'extraire les mucosités avant de pratiquer une respiration artificielle. Néanmoins, le bon réflexe a été de le réanimer, puisque ça a fonctionné. On s'aperçoit que cette personne est assez expérimentée dans la manipulation des bouches à bouche, puisqu'il obstrue particulièrement bien les voies respiratoires avec sa propre bouche et insuffle juste l'air qu'il faut pour ne pas faire éclater les poumons du petit animal qui est là, parce que lui, sa capacité d'air est très importante par rapport à ce petit animal-là. Il respire, ça y est, il respire. En effet, Jen savait ce qu'il faisait. Il est fermier, il a donc l'habitude de ce genre de situation. Un autre geste là qu'ils ont pratiqué qui sauve ce petit fan également, c'est de lui faire consommer le premier lait de la maman que l'on appelle le colostrum et qui contient toutes les défenses immunitaires que le petit n'a pas à la naissance et dont il va avoir besoin pour combattre les attaques bactériennes, virales qu'il va rencontrer dans les toutes premières journées de sa vie. C'est merveilleux. C'est bon signe ces petits cris. Freeway. Oui, appelons-le Freeway. Il est prêt pour la vie. Premier cri, premier pas, Freeway est aujourd'hui une bête robuste née sur le bord de la route grâce à un automobiliste qui ce jour-là a sauvé une vie. Jen Chaffin a adopté Freeway qui vit désormais heureux dans sa ferme au milieu des autres animaux. C'est le genre de figure aérienne qui n'est prévu dans aucun programme. Si cet avion semblait bien parti, son atterrissage va tourner au drame. Nous sommes au Fernbarrow Air Show, un meeting aérien très populaire. L'attraction aujourd'hui, c'est le Havilland Buffalo. Oui, il a une spécificité, c'est qu'il décolle très court, il atterrit très court aussi. Et c'est pour cela que plusieurs milliers de spectateurs se sont déplacés pour assister aux évolutions de cet appareil canadien. À bord, le commandant, son copilote et un passager. La démonstration ne doit durer que quelques minutes, mais des minutes qui auraient pu être les dernières pour ces trois hommes. Imaginez un parachutiste, son parachute se met en torche, il descend droit vers le sol.
Ou une voiture qui va à 200 km/h et qui aborde un virage, il n'y a plus de frein. Voilà. Voilà ce qu'a connu le pilote de cet avion avant de percuter le sol. Mais malgré la violence du choc et un début d'incendie, il s'en sort miraculeusement sain et sauf. Alors, que s'est-il passé exactement? Certes, le vent est violent. Au moment de l'approche finale, l'appareil a pu être déséquilibré, mais ça ne suffit pas à expliquer l'accident. Tout se joue maintenant. L'avion est en train de faire son virage à droite et regardez sur le plan vertical, le plan est levé, pouf, tout d'un coup, il se baisse. Donc on peut supposer une rupture de commande. La conséquence directe de cette rupture de commande de vol, c'est que l'avion descend sur une trajectoire constante, le pilote ne pouvant plus intervenir, donc ne peut pas arrondir. Donc le terme arrondir en aéronautique, c'est poser son avion, casser la trajectoire descendante vers une trajectoire horizontale pour poser sur la piste de façon douce. Mais dans ce cas-là, le pilote ne peut plus rien faire. Impuissant, il est confronté à un scénario catastrophe. Les commandes ne répondent plus. On a beau tirer, pousser, il n'y a plus de réponse. Donc c'est le cauchemar pour un pilote. C'est un état de frustration et une grande question qui se pose, comment faire? Et ça va trop vite et l'avion il est déjà arrivé au sol. Mais justement, avant de toucher le sol, le pilote a néanmoins eu le bon réflexe. Les conditions de sécurité ont été respectées. Il a épargné les habitations, le public. Il a visé la piste pour le crash. C'est excellent comme crash et c'est ce qu'il fallait faire. Au début, on a vraiment cru que l'avion allait s'écraser sur la foule. Et cela aurait voulu dire que nous aurions été tués. Puis il y a eu le moment où nous aurions pu éviter la foule, mais nous aurions également été tués. Enfin, à ma grande satisfaction, nous avons réussi à réduire le choc et à nous en sortir vivants. Comment il s'en sort? Il s'en sort en visant la piste. Bon, piste en dur, peut-être pas bon choix, parce que piste en herbe, il n'y aurait pas eu d'étincelle, pas d'incendie. Bon, l'étincelle provoque l'incendie, là, au niveau des ruptures de canalisation de pétrole. On voit, ça s'enflamme. La fumée étouffe certainement les flammes. Ça s'arrête, plus rien bouge. Les ailes sont cassées, elles ont absorbé le choc. On voit bien, là, il y a encore des morceaux de pneus qui volent. Le fuselage a l'air intact. Le pilote va sortir dans quelques instants. Voilà, il sort, il est indemne. Miraculé, je peux dire, parce que si le feu s'était propagé à bord ou continué à brûler, il aurait pu être attaché, bloqué dans ses ceintures, brûlé dans un avion, comme ça c'est déjà vu. Mais malgré le choc, le cockpit a résisté. L'incendie s'est auto-circonscrit. Bilan, pas une égratignure. Le Buffalo a toutes les raisons de rester la vedette du meeting. Aujourd'hui, les caméras de plein les yeux sont invitées chez une star mythique, Janet Leigh. Souvenez-vous. Thank you. You're very kind. Psychose d'Alfred Hitchcock, le thriller qui a fait trembler des générations. Janet Leigh partageait alors l'affiche avec Anthony Perkins. You eat like a bird. You know, of course. La carrière de Janet comprend plus de 50 rôles, mais de tous ces rôles, celui qui lui tient le plus à cœur, c'est celui de maman. Elle nous reçoit pour nous faire découvrir ses vidéos familiales inédites. Janet a été mariée à Tony Curtis, le pétillant Danny Wilde d'Amicalement Vôtre, la série culte des années 70. Ensemble, ils ont eu 2 filles, Kelly, l'aînée, et Jamie Lee, la sympathique héroïne d'un poisson nommé Vanda. Janet Leigh nous commente ces images. Tony était très costaud. Il faisait beaucoup de films d'action et devait maintenir son corps en forme. Il était très fort et était capable de faire le poirier. Il gardait la forme pour les cascades qu'il devait réaliser. Nous voulions conserver ces films pour toujours, et Dieu merci, nous l'avons fait, car aujourd'hui, on peut les regarder. On voit quand elles ont marché pour la première fois, quand elles sont tombées ou le reste. Oh, regardez ces petites mains. J'adore les mains. Vous savez, leurs petites menottes. Elles ne savent pas ce qu'elles font, mais elles essaient d'attraper. Après les films des premières fois, ceux des vacances. Là, toute la famille est aux Bahamas. Pendant que leur maman profite du soleil, les petites filles qui ont grandi s'amusent sur la plage. Devant l'objectif, on n'hésite pas à bouder, ni à faire la grimace ou à s'entraîner dur pour la leçon de ski nautique. À cette époque, Jamie Lee a 10 ans et on reconnaît déjà très bien sa frimousse caractéristique et son sourire d'aujourd'hui. Elle n'a presque pas changé. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis contente que l'on ait fait ces films. Dans la profession dans laquelle je suis, je pense que ça compte pour moi, bien sûr. Mais vous pouvez considérer que ça compte aussi pour des millions de gens. Nous avons gardé et préservé ces classiques pour que toutes les générations puissent les voir et en profiter.
Eh oui, Madame Lee, vous avez eu raison de garder ses trésors. Aujourd'hui, Jamie est devenue la belle femme qu'on connaît, mais elle est restée très proche de sa maman. Elles viennent même de tourner un film ensemble. Ma fille est géniale, vraiment géniale. Mesdames et messieurs, vous avez déjà entendu un plus beau compliment. Je suis géniale, vraiment géniale.